Bien, eh ben, ça fait maintenant plus de 2 mois que le mouvement contre la loi El Khomri a commencé. Un mouvement qui a été marqué par de grandes manifestations comme les 9 et 31 mars. Un mouvement dans les universités et les lycées ce printemps. Et depuis ce mardi 17 mai, une grève reconductible dans le transport routier et depuis aujourd'hui à la SNCF, mais aussi dans d'autres secteurs, toujours dans le transport, dans les ports et docks, et aussi dans la pétrochimie, avec certaines raffineries qui ont voté aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, la reconduction de la grève, au moins jusqu'à vendredi. On ne va pas revenir sur l'ensemble de la loi et même sur l'ensemble du mouvement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Notons simplement que cette loi, elle permettrait aux patrons de remettre en cause le code du travail et les conventions collectives. C'est ce qui mobilise à juste titre les routiers qui craignent pour la rémunération des heures supplémentaires. Alors, c'est très rare chez les routiers qu'on fasse 35 heures. La moyenne mensuelle est, alors, selon les fédérations syndicales, de 200 heures par mois et pas de 151 heures. Et aujourd'hui, les heures supplémentaires, elles sont majorées, comme vous le savez, de 25% de la 35e à la 43e heure et de 50% au-delà. Avec la loi El Khomri, elle pourrait ne l'être plus qu'à 10%, ce qui, selon les calculs des fédérations CGT et Force ouvrière du transport, pourrait revenir à 100 euros de baisse de salaire mensuel en moyenne pour les ouvriers du transport routier. Alors bien sûr, les politiciens du PS peuvent expliquer que la baisse des rémunérations des heures supplémentaires, elle pourrait se faire que par un référendum ou que par un accord, et que finalement, c'est ce qu'ils osent appeler la démocratie dans l'entreprise. Mais on sait toutes et tous, et surtout dans un secteur concurrentiel comme le secteur routier, où il y a de nombreuses petites entreprises sans aucune présence syndicale, même des très petites entreprises de 3, 4, 5 salariés, et même dans les boîtes un peu plus grandes de quelques dizaines, pas forcément de beaucoup de présence syndicale. Il y a déjà la concurrence, parce que c'est un secteur où c'est très facile de faire travailler, y compris pour les trajets qui vont de Strasbourg à Marseille, des ouvriers payés selon la convention collective de Pologne ou de Roumanie. Et ben dans ce secteur-là, ce ne sera pas très compliqué d'expliquer aux travailleurs que pour survivre face à la concurrence, il faut bien baisser les prix. Et comme toujours, cela se fera sur le dos des travailleuses et des travailleurs. Alors, on va jouer sur le chantage au licenciement pour faire accepter, d'abord dans certaines entreprises, celles où il y a le moins de présence syndicale, la baisse de la rémunération des heures supplémentaires. Et puis après, dans les autres, on va expliquer qu'il faut bien s'aligner sur les prix de la concurrence. Et ce n'est pas un point simplement spécifique au secteur routier, même s'il illustre très bien ce que signifie la loi El Khomri. C'est quelque chose qui touche l'ensemble du monde du travail. En gros, c'est la fin des garanties collectives, la fin d'un socle commun à chaque salarié de droits et de garanties. Alors déjà aujourd'hui, bien des patrons cherchent à remettre en cause le temps de travail au nom du maintien de l'emploi, et dans bien des entreprises, surtout dans celles où il n'y a aucune présence syndicale, où il n'y a aucun militant ouvrier, dans des secteurs comme le transport, le nettoyage, l'aide à domicile ou le bâtiment, et on pourrait en donner beaucoup d'autres exemples. Il y a des heures supplémentaires qui ne sont jamais payées, il y a des primes qui ne sont jamais payées, il y a le code du travail ou la convention collective qui n'est jamais respectée. Avec cette loi, ce sera après une cascade de remise en cause de nos quelques droits, et ce dans tous les secteurs d'activité. Alors oui, plus que jamais, on doit continuer et on doit renforcer la mobilisation contre la loi El Khomri. On peut noter qu'au départ, qu'au-delà de l'application de cette loi dans le privé, c'est une offensive générale que mènent patronat et gouvernement contre les socles communs de droits à tous les salariés. Alors, des conventions collectives ont déjà été attaquées, comme par exemple la convention collective 51 dans la branche médico-sociale. L'autre convention principale de ce secteur-là, la convention 66, risque d'être prochainement attaquée. Elle a déjà, ça risque de se faire relativement vite, d'ici un an certainement. Ou par exemple la convention collective de l'aide à domicile. C'est en ce moment l'attaque à la SNCF contre le RH 0077 ou celle contre le statut des ouvriers d'État. C'est la remise en cause des jours de RTT dans les hôpitaux publics. Notons enfin que la différence secteur public-secteur privé a de moins en moins de sens dans un contexte où de plus en plus d'embauches
se font dans le secteur public avec des contrats de droit privé et où le recours à la sous-traitance se multiplie autant dans le public que dans le privé. Pour ne prendre qu'un exemple, le nettoyage des locaux, qui encore il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années se faisait dans les mairies, dans les hôpitaux ou dans d'autres entreprises publiques par des agents qui avaient le statut fonction publique, se font de plus en plus par la sous-traitance par les entreprises de nettoyage. Et c'est bien l'ensemble du monde du travail qui est touché par cette loi, y compris les cheminots. Alors aujourd'hui, on compte qu'il y a environ 150 000 cheminots qui relèvent de la SNCF, sur les 158 900 qui, eux, ne sont pas rattachés à la SNCF, qui sont rattachés à différentes entreprises privées. Mais ce chiffre, s'il est encore très minoritaire, il ne fait qu'augmenter. Et là aussi, d'ailleurs, il y a aussi la sous-traitance, tout ce qui est le nettoyage, par exemple, dans les gares et des trains, se fait par des entreprises comme Honnête, etc. Donc, le nombre de travailleurs du secteur ferroviaire de droit privé ne fait qu'augmenter. Et la lutte des cheminots pour défendre leur convention collective, le RH 0077, et la lutte pour le retrait de la loi El Khomri, ça forme bien une seule et même lutte, celle pour la défense des garanties collectives de la classe ouvrière. On notera que le 9 mars, de nombreux cheminots en grève ont rejoint les manifestations contre la loi travail. Dans le Nord et à Paris, par exemple, les cheminots de plusieurs des principaux dépôts voulaient se lancer dans une grève reconductible dès le 9 mars. Ce n'est que le 18 mai qu'un préavis de grève reconductible est enfin déposé par Sudrail. La CGT, la Fédération CGT des cheminots, elle appelle à des grèves rectangles de 48 heures. En gros, la grève carrée, c'est une grève de 24 heures. Sinon, il y a la grève reconductible. Donc là, c'est la grève rectangle qui serait les 18 et 19 mai. Et les syndicats CFDT et UNSA ont déposé des préavis de grève à compter du 31 mai. Déjà avant, plusieurs appels spécifiques aux cheminots, comme la grève du 26 avril, qui tombait 2 jours avant la journée de grève interprofessionnelle du 28, ou la manifestation du 10 mai, ont eu lieu, ont été organisées, plutôt que d'appeler les cheminots à se battre avec et aux côtés de l'ensemble du monde du travail. Pour la CFDT, qui avait publié un communiqué le 9 mars pour différencier bien la grève des cheminots du mouvement contre la loi El Khomri, il est tout à fait clair, et c'est pareil pour l'UNSA, qu'il s'agit de faire tout pour que les cheminots restent séparés du reste du monde du travail. Ils n'arrêtent pas d'expliquer que non, la défense de la convention collective ferroviaire, ça n'a rien à voir avec le mouvement contre la loi El Khomri. Ça se comprend de leur point de vue, puisqu'ils ne sont pas contre la loi El Khomri, au niveau de la direction CFDT et de la direction de l'UNSA. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la fédération CGT des cheminots, elle ne cherche pas non plus à réaliser ou à travailler à réaliser l'unité des cheminots avec les autres secteurs de la classe ouvrière. Alors, au-delà de la question des cheminots, et même si les équipes syndicales sont en première ligne dans bien des villes et bien des entreprises pour obtenir le retrait de la loi travail, ce qu'on a vu aussi ces derniers jours, c'est des équipes syndicales, par exemple dans le transport ou dans la pétrochimie, qui ont lancé les grèves reconductibles et qui ont organisé les blocages. On est quand même bien forcé de dire que les directions syndicales, les directions confédérales, et en premier lieu celle de la CGT, parce que c'est quand même l'organisation syndicale qui a le plus de poids dans la classe ouvrière en France, ont plus freiné qu'appuyé ou tenté de renforcer le mouvement. Le 9 mars, il faut rappeler que ce sont d'abord un appel sur les réseaux sociaux à manifester ce jour-là et qui a très vite été repris par les organisations de jeunesse qui ont appelé à débrayer et à manifester. Un appel qui a aussi été très vite repris par un grand nombre d'équipes syndicales, et c'est vraiment qu'au dernier moment que les directions confédérales, la direction CGT, la direction FO, ont appelé à y participer. Au départ, c'était très tendu, c'était très loin d'être si clair que ça, même si, effectivement, de nombreux travailleurs et de travailleuses syndiqués CGT et de militants dans leur boîte appelaient à y participer. Aussi, c'est que là, lors du congrès à Marseille, la CGT a bien voté une motion qui appelle à débattre dans les entreprises de la reconduction de la grève à partir du 28 avril. Mais sans aucune stratégie pour en faire une réalité. Pour donner un exemple, il n'y a pas eu de véritable campagne
qui ont été menées pour tenir des AG au moins de militantes et de militantes euh, dans les unions locales, pour mobiliser les syndiqués, pour tenter de construire cette mobilisation dans un maximum de villes et d'entreprises. En gros, la position de la direction confédérale, elle a été de dire aux militantes et aux militants, eh ben, débrouillez-vous chacun dans vos entreprises pour construire la grève reconductible. Effectivement, pas si simple que ça. Cela dit, si la critique des directions syndicales doit être faite, il serait faux de croire qu'il suffirait d'un appel à la grève générale de la part de la CGT pour en faire une réalité. Il serait tout aussi faux de plaquer sur la situation actuelle celle de 1936 ou de 1968. En 1936 et en 1968, c'est les deux exemples véritables de grève générale en France, il n'y a eu aucun appel à la grève de la part de l'appareil CGT. La grève s'est étendue comme une traînée de poudre et l'appareil a ensuite tout fait pour faire reprendre le travail après des négociations avec le patronat et le gouvernement. Or, depuis le 9 mars, force est de constater qu'aucun secteur, aucune entreprise, avant ces journées des 17 et 18 mai, ne se sont mis en grève reconductible pour le retrait de la loi travail. Une immense majorité de la classe ouvrière et même de la population en général est contre cette loi travail, selon les sondages, plus de 70% de la population, mais force est de constater que la mobilisation n'est pas aujourd'hui à la hauteur de ce chiffre dans les grèves et dans les manifestations. Alors, le passage en force de la loi avec l'article 49.3 a provoqué des manifestations spontanées à Paris et en province, manifestations importantes dans le contexte où elles ont été organisées par des appels faits quelques heures avant la manifestation, publiés sur les réseaux sociaux, sans qu'il y ait, on va dire, vraiment le travail de mobilisation, de tracts, d'affiches, etc., qui ait pu être fait. Dans l'ouest de la France, et en particulier en Normandie, on voit une mobilisation des routiers et d'autres secteurs comme les ports et docks depuis lundi soir et mardi. La poursuite dans les jours qui viennent de la grève des cheminots, où dans certains secteurs sont particulièrement mobilisés, par exemple en Dordogne, on compte près de 100% des roulants, c'est-à-dire les conducteurs et les contrôleurs qui sont en grève aujourd'hui, sera aussi un élément déterminant sur la poursuite du mouvement. Alors, militer pour la grève et sa reconduction, c'est aujourd'hui, à notre avis, la principale tâche pour les militants ouvriers et pour les révolutionnaires. La force des travailleuses et des travailleurs, c'est bien la grève. C'est là qu'on peut bloquer l'économie capitaliste. Mais cela, ça implique de vraiment prendre en compte la situation et pas non plus raconter d'histoire. Non, on n'est pas dans une situation révolutionnaire, c'est des trucs qu'on peut lire à droite et à gauche. Et mener des actions dites radicales, particulièrement minoritaires, ça ne peut en aucun cas remplacer la mobilisation de masse. Il existe par exemple un culte du blocage chez certains militantes et militantes, surtout depuis le mouvement contre les retraites de 2010, mouvement qui a été une défaite. Et nous, on ne va pas refuser par principe ce genre d'action, qu'est le blocage, mais il faut juste souligner un peu les limites. Lorsqu'il y a une grève qui s'étend, je prenais les exemples de 36 ou de 68, qui sont les exemples de grève générale, les blocages de sites, ils n'ont plus aucun intérêt, parce que justement, les sites sont déjà bloqués par la grève, par l'action des travailleurs et des travailleuses qui se sont mis en grève. Alors, si les blocages peuvent être intéressants, c'est aussi de ne pas considérer qu'ils sont une fin en soi, bloqués pour bloquer, mais qu'ils soient aussi dans le but de travailler à l'extension de la grève, ce qui est plus ou moins fait sur certains blocages organisés par les routiers, où oui, on bloque la route, qui est le lieu de travail, des routiers, mais aussi pour discuter avec les autres routiers, surtout dans ce secteur qui est très éclaté, où il y a de nombreuses entreprises, y compris de très petites entreprises, pour essayer de convaincre aussi de rejoindre la grève. Alors, aujourd'hui, rien n'est gagné, mais rien n'est non plus perdu. Alors, depuis le début du mouvement, le gouvernement est loin d'être droit dans ses bottes. C'est bien parce qu'il craint le mouvement, qu'il craint une explosion sociale, qu'il a retiré quelques-uns des aspects de la loi initiale, comme la barémisation des indemnités prud'homales ou la hausse du temps de travail pour les apprentis mineurs. C'est aussi pour ça, pour essayer de calmer la jeunesse qui se mobilisait, qu'il a accordé quelques miettes à la jeunesse. Bonjour Zadou. Notamment une augmentation annuelle pour les apprentis.
Et c'est aussi pour cela que depuis le début du mouvement, on assiste à une répression sans précédent, avec des violences policières, des arrestations et des condamnations arbitraires, y compris à de la prison ferme. Il y a encore eu 2 manifestants qui ont été condamnés hier à plusieurs mois de prison ferme. L'un pour avoir soi-disant jeté une barre, enfin une grille qui séparait policiers et manifestants à Lille, et l'autre, il me semble que c'était à Rennes ou à Nantes, pour avoir jeté une canette de bière. Et quand même de la prison ferme. Hein, ou aussi l'utilisation de l'état d'urgence pour interdire à des militants de manifester, comme ça s'est vu pour la manifestation de mardi, aussi pour la manifestation à Paris et dans d'autres villes, et pour la manifestation de demain, je crois que c'est à Nantes. Alors voilà, à ce jour, rien n'est perdu, euh, rien n'est gagné. Et je propose qu'on discute un peu de la situation peut-être dans nos différents secteurs, dans nos différentes villes ou secteurs d'activité, pour voir aussi comment travailler à étendre le mouvement de grève et à construire un véritable rapport de force pour obtenir le retrait de la loi El Khomri, mais aussi pour plus généralement à remettre les pendules à l'heure par rapport au patronat sur les revendications qui nous tiennent à cœur. Voilà, merci. Je vais peut-être commencer effectivement. L'une des questions qui se posent sur ce mouvement tourne autour de la stratégie syndicale, parce que c'est quelque chose qui est pas simple à décrypter dans ce que font les confédérations, mais qui est souvent aussi, à mon sens, très très mal compris dans les débats qu'on peut voir ou entendre selon la position des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans un syndicat ou pas dans un syndicat? Est-ce qu'ils sont dans un boulot où il y a des sections syndicales, etc. C'est vrai que bon, tu citais les exemples classiques, disons, de 36 et 68, où là on a plutôt un appareil syndical qui essaie d'éviter que la grève s'étende. Il y a aussi tout un tas de cas de figure dans les années 50-60 où au contraire c'est l'appareil qui pour X ou Y raison pousse effectivement à la grève. Alors avec peut-être pas des résultats aussi impressionnants en nombre de grévistes sur une même journée ou sur la durée, mais avec un nombre de journées de grève cumulées qui est bien plus important dans les années 50 ou 60 que même en 68. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Par rapport à ces périodes-là, peut-être pas par rapport à 36, mais on a une configuration complètement différente, mais même par rapport à 68, les syndicats ont beaucoup moins d'adhérents. Je pense que l'ensemble des syndicats français ont aujourd'hui moins d'adhérents que la CGT au début des années 70. C'est des plus petites sections avec un certain éclatement et puis une grande décentralisation dans les faits. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la confédération dise il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça pour que les sections se mettent en ordre de bataille. Et en plus, tout ça n'est plus structuré par un parti qui donnait le ton, comme c'était le cas quand le PC tenait la main. Aujourd'hui, le PC tient une partie de la CGT, mais il est lui-même divisé en au moins 3 tendances qui ont des stratégies complètement différentes. Donc, les autres, vous m'entendez? Euh, donc on est dans une configuration qui, à mon avis, est pas tellement comparable. Du coup, ça ne nous apprend pas grand-chose. Par contre, effectivement, quand on regarde la complexité, la difficulté, on le voit dans chaque manif. Il y a des différences très très sensibles d'une ville sur l'autre dans les capacités de mobilisation. Et globalement, même si quelquefois d'un seul coup il y a des beaux contingents de telle ou telle boîte qui débarquent et on se dit ça y est, là ça marche, on reste quand même grosso modo
dans la plupart des boîtes, sur les équipes syndicales. C'est pas forcément les délégués, etc., mais disons les militants qui se mobilisent habituellement. Par contre, ces militants-là se mobilisent. Il y a des chiffres tout simples. C'est que les jours de grosses manifestations, le nombre de manifestants en France reste globalement inférieur au nombre d'adhérents de la CGT et à plus forte raison d'adhérents de la CGT de Force ouvrière. C'est-à-dire que les centrales syndicales ne parviennent pas à mobiliser l'ensemble de leurs adhérents. Bon, alors, il y a tout un tas de raisons à ça, mais c'est souvent ce qui est difficile dans les débats qu'on peut voir ou entendre, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que la CGT fonctionne comme fonctionnerait un petit collectif militant local. C'est-à-dire on décide d'un truc et puis on y va. Ben non, c'est plus simple que ça. Enfin, plus difficile que ça. Alors, le risque que le mouvement s'essouffle, c'est difficile à dire parce que il dure depuis finalement assez longtemps. On en est à plus de 2 mois, si je ne m'abuse. Il vient de prendre un tournoi important avec les premières grèves de sites stratégiques, notamment les raffineries dont on connaît l'importance, les débuts de grève chez les cheminots, etc., auxquels viennent s'ajouter les grèves de cheminots hors loi travail, mais qui tombent pile au bon moment. Donc il peut y avoir un rebond. Et finalement, il n'y a pas pour l'instant de baisse vraiment sensible du nombre de manifestants. C'est variable d'une fois sur l'autre, ça descend, ça remonte, c'est difficile. Donc voilà, je vais laisser parler Pascal et je reviendrai sur ce point-là après. Non, je voulais répondre à Fabienne. Oui, oui, il y a un risque d'essoufflement. Et puis pour rien te cacher, quand on avait à peu près fixé cette réunion, c'était un peu après le 1er mai. On voyait plutôt un bilan de fin de mouvement. Enfin, en tout cas pour moi. Euh, je suis peut-être de nature plus pessimiste que certains camarades. Et ce qui a été surprenant, c'est quand il y a eu le passage en force avec le 49.3. Moi, je dirais que personnellement, que la loi elle passe par le 49.3, par un accord avec la CFDT ou d'autres bureaucraties syndicales, ou après 1 mois ou 2 mois de discussion au Parlement, ça ne changera pas grand-chose. La loi, elle sera appliquée et avec tout son caractère anti-ouvrier. Mais ce passage du 49.3, en fait, quand en quelques heures, il y a pu y avoir quelques milliers de personnes à Paris, c'est pas la révolution, c'est pas un mouvement de masse, n'empêche que ça s'est fait en quelques heures, dans un contexte aussi, et tout le monde le sait, très répressif. C'est que c'est pas les manifs, je dirais même en 2010, généralement pour les grosses manifs, on pouvait y aller avec les enfants, on pouvait y aller euh, sans risquer de se faire, de finir en garde à vue ou de se prendre un coup de matraque. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La manif du 1er mai à Paris, qui est d'habitude une manif, on va dire, familiale, a été réprimée. C'est le cas aussi dans d'autres villes, y compris à Besançon, qui est ma ville, et qui est une ville, on va dire, plutôt tranquille d'habitude. On a des exemples de violences policières. Bon, eh ben, ce fait-là, il a montré qu'il y avait des gens capables de se mobiliser très rapidement contre ce projet de loi, contre ce gouvernement. Là, on a les routiers, on a les cheminots, les ports et docks, et quelques autres secteurs comme ça, aussi dans la pétrochimie, qui lancent des grèves reconductives ou des blocages ou des choses comme ça. Donc c'est l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. Ça peut redonner la pêche aux équipes militantes et au-delà aux travailleuses et aux travailleurs de d'autres secteurs d'activité, de se dire bon ben voilà, ils s'y mettent, on peut s'y mettre aussi, voilà. C'est possible aussi
que ça finisse par s'essouffler. Alors, quoi faire? Je crois que c'est à chacun, dans nos boîtes, dans nos quartiers, là où on peut avoir un peu d'influence, de militer pour que ça ne s'essouffle pas. Après, les grands mouvements de masse, je dirais que c'est ni les révolutionnaires qui les mettent en, c'est pas les révolutionnaires qui décident qu'ils aient lieu. Euh, c'est des tas de conditions sociales et tout ça qui font qu'à un moment ou à un autre ça explose. Moi, après, notre rôle est plus de mener le mouvement le plus loin qu'il y a une possibilité de le mener, de travailler, de tomber ni dans le piège qui est on attend les élections de 2017, qui est en gros la politique du PG et du Front de gauche, ni d'espérer je ne sais pas quoi dans des grandes négociations entre les bureaucraties syndicales et le gouvernement, ou espérer je ne sais pas quoi d'autre. Mais pour l'instant, après plus de 2 mois, là, aujourd'hui, il ne s'essouffle pas. Dans certaines villes, les manifestations sont bien moins grandes qu'à d'autres moments. Bizarrement, avant cette réunion, j'ai eu l'appel d'un travailleur d'une petite boîte de restauration qui m'appelle pour me dire que demain, ils seront 100% en grève. Et puis savoir comment ils vont faire. Donc je pense que demain, on aura de nouveau des manifestations qui pourront être assez massives. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si j'avais la méthode magique pour éviter qu'un mouvement s'essouffle et aussi et surtout pour faire en sorte que des mouvements même bien plus massifs explosent un peu partout, je l'utiliserai tout de suite. Mais ce qui me semble assez remarquable sur le mouvement aujourd'hui, c'est que par exemple sur le mouvement des routiers, les blocages des routiers, c'est que c'est vraiment dans une certaine zone qui, on va dire, part du nord jusqu'à Bordeaux dans l'ouest, alors et ça touche pas forcément toutes les régions aujourd'hui. Il y a vraiment, c'est là où il y a des équipes militantes syndicales, hein, du coup, qui organisent les trucs, que des choses se font, où se greffent des équipes militantes, parfois d'autres secteurs d'activité, parfois des gens qui étaient plutôt dans la nuit debout, qui ne savaient pas trop quoi faire, et qui, là, voient quelque chose, je dirais, d'un peu intelligent à faire, qui est d'aller aider les routiers. Euh, mais dès aujourd'hui, il commence à y avoir des stations-service qui disent qu'ils arrivent en pénurie. Alors le gouvernement dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est loin d'être ridicule, y compris sur le nombre de grévistes à la SNCF. Et Austerlitz a voté la reconduction de la grève, je viens de voir l'info passer. Oui, c'est pour ça que c'est important d'en discuter, d'essayer de comprendre un petit peu à chaud, parce que on est sur une configuration qui est un peu inédite par rapport à des mouvements précédents qui avaient une structure un peu plus traditionnelle. Euh, Ça a mis longtemps à démarrer dans une situation un peu intermédiaire où on savait pas trop, on pouvait pas dire qu'il se passait rien et en même temps il se passait pas grand chose. Et puis d'un seul coup, il y a une accélération nette, à la fois de grève de secteurs stratégiques, de violence de part et d'autre, qui est aussi un phénomène relativement inédit. Bon, ça fait longtemps qu'il y a des affrontements contre les flics, etc., etc., mais en régularité, en préparation, etc., c'est plus important. Et la violence du gouvernement est extrêmement frappante par rapport à des mouvements précédents. C'est beaucoup plus important que face à tous les gouvernements de droite qu'on a affrontés jusqu'ici. Euh, bon, c'est pas complètement surprenant, mais c'est quand même un fait notable. C'est-à-dire que dès les premiers jours, dès les premières manifestations, ils ont envoyé des flics sur des trucs où on se disait, bon, d'habitude, ils auraient attendu calmement. Alors, il y a des facteurs qui sont liés au gouvernement. Il y a sans doute aussi apparemment des facteurs qui sont liés à la situation policière elle-même. Si je comprends bien le discours des syndicats policiers,
Ce qu'ils disent, c'est il y a l'état d'urgence, on est mobilisé contre les réfugiés. En fait, c'est les mêmes unités que par exemple qui sont entre Calais et Paris. Hein. C'est les mêmes qui répriment les manifs et qui répriment les réfugiés à Calais. On n'a plus de week-end, on voit plus nos familles, etc., etc. Donc ils sont effectivement sur les dents, outre les ordres qu'ils ont, mais disons qu'ils les exécutent d'une manière qui est particulièrement brutale, tout simplement parce ils sont énervés, ils sont fatigués, et qu'ils sont dans une situation de tension permanente. Donc ça, c'est un élément aussi de compréhension, plus la tentation qu'ils ont régulièrement d'utiliser les possibilités que leur donne l'état d'urgence contre le mouvement social. Vous avez vu que là, ils se sont fait retoquer au tribunal pour les interdictions de manifester, le tribunal ayant estimé que c'était une liberté fondamentale. Cela dit, ce qui commence à se discuter, c'est on devrait utiliser les mêmes procédures qu'on utilise contre les hooligans, contre les manifestants. C'est-à-dire, pour les hooligans, ils ont la possibilité d'interdire de stade une personne, etc. Ce dont ils discutent, c'est ça aussi. Et en général, quand les flics commencent à réclamer quelque chose, ils l'ont assez vite. Toujours sur la répression, alors oui, il y a le discours des syndicats de flics qui disent voilà, on est épuisé, il y a l'état d'urgence, il y a ceci, il y a cela, il y a il faut qu'on réprime à la fois les réfugiés et à la fois les manifestants, on n'en peut plus. Ce qui est quand même à souligner, c'est que c'est partout en France. Donc, si à Lille, c'est les mêmes qui répriment les migrants à Calais, à Besançon, bon, Calais, c'est un peu loin, à Marseille, pareil. Et aussi, c'est pour ça que c'est pas simplement on va dire des débordements comme le dit la presse, hein. Et aussi, il y a des condamnations. Et donc là, c'est pas la police, c'est une autre branche de l'appareil d'État qui est la justice, très lourde, qui tombe depuis le début du mouvement contre des manifestantes et des manifestants. Des inculpations à Amiens pour violence avec armes contre la police pour 2 militants CGT qui ont jeté des œufs. Je crois que c'est à Nantes où c'est un manifestant qui a pris de la prison, qui a été condamné à de la prison parce qu'il a montré son cul à des manifestants au CRS. Des exemples comme ça, on peut en trouver dans quasiment toutes les villes. Enfin, dans toutes les villes moyennes, aussi à Saint-Brieuc, qui est une petite ville dans l'ouest de la France, où les lycéens ont régulièrement été aspergés de lacrymogène, alors qu'il n'y avait pas l'ombre d'un début de violence, et qu'il y a bien une politique derrière aussi de l'appareil d'État de vouloir, de vouloir réprimer, de vouloir tenter de casser le mouvement dès le début, avec des condamnations assez lourdes, même très lourdes, qui tombent immédiatement. Alors c'est pas complètement nouveau, on l'avait vu avec les ouvriers de Goodyear qui ont eu de la prison ferme, qui attendent l'appel, mais ça montre bien, à mon avis, une volonté de ce gouvernement de faire peur aux militants les plus combatifs. Ben, ce que ça peut laisser craindre, effectivement, là, l'histoire des manifs de flics, c'est pas complètement anodin parce que c'est pas un truc qui arrive si souvent, même si ça s'est reproduit assez régulièrement ces dernières années. Les flics sont en bonne position pour demander des moyens. Parce que justement, ils peuvent jouer sur l'état d'urgence, le fait qu'ils ont été beaucoup sollicités, le fait qu'ils ont été plébiscités au moment des attentats, etc. Donc les moyens qu'ils réclament, ils peuvent les obtenir. Et en plus, bon, même si c'est pas une surprise, puisqu'on sait qu'Alliance est un syndicat d'extrême droite, mais le fait que la droite du FN, c'est même pas le FN, c'est la droite du FN, se pointe à la manif avec Marion Maréchal Le Pen pour montrer qui soutient les flics quand ils demandent des moyens contre les syndicalistes,
c'est quelque chose d'assez significatif et d'assez dangereux pour la suite. Parce que c'est toujours la difficulté dans ces mouvements. Il peut y avoir un mouvement très fort, très à gauche, etc. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un vote très à droite juste derrière. Donc c'est des choses à surveiller aussi. Ouais, je sais pas trop comment, peut-être de faire un tour, comment ça se passe un peu chez vous, dans vos secteurs, dans vos villes et tout ça. S'il y a des choses, voilà, hein, si, voilà, voir un peu pour histoire de relancer un peu dans la discussion, ou s'il y a des questions particulières sur certains secteurs ou dans certaines villes. Je vais commencer alors. Moi, je suis mal placé pour en parler malgré tout, parce que je suis coincé à domicile avec un pied cassé. Donc, je ne serai pas dans les manifs des prochains jours. Euh, le, dans le Nord, ça a pris quand même une tournure assez bizarre. Alors, le Nord, c'est un département qui a une longue tradition syndicale. Il y a beaucoup de manifs locales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les choses sur l'île, il faut regarder ce qui se passe à Valenciennes, à Douai, à Boulogne, à Dunkerque, etc. Donc c'est des situations qui sont extrêmement diverses. Moi je vois ce qui se passe sur l'île. Depuis le départ, on a une mobilisation étudiante un peu en dents de scie, c'est-à-dire la fac n'est pas du tout en grève, c'est un groupe d'étudiants qui vient sur toutes les manifs, avec une très très forte présence des jeunesses communistes, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui ils sont plusieurs centaines, ce qui est inattendu quand on les a connus à une poignée. Euh, et selon les manifs, après, ce qui fait la différence, c'est si d'un seul coup, il y a telle ou telle section qui s'est dit, tiens, on va monter sur l'île cette fois-ci. Je sais qu'il y a une manif où d'un seul coup, il y a les métallos forces ouvrières qui ont décidé de venir, pouf, ça faisait grossir de manière très, très substantielle les manifs. Mais c'est complètement imprévisible, c'est souvent pas très gros, et du coup proportionnellement le bloc antifa qui repeint les banques, puisque c'était un des sujets, parce qu'il y a une des prisons fermes qui est à Lille, est assez substantiel, c'est-à-dire ça peut être 300 personnes sur une manif de 3000. C'est assez surprenant parce que en gros, jusqu'au mouvement LRU il y a quelques années, Lille était une ville très calme. J'ai fait des conneries sur un certain nombre de manifs. Ça restait quand même très gentillé. Quand on réussissait à détourner une manif du droit chemin ou qu'il y avait trois poubelles qui brûlaient, c'était déjà l'émeute. Et puis là, on voit effectivement de plus en plus des affrontements, euh, des arrestations, des interventions policières à l'intérieur même de la manif. Bon, c'est quand même une situation qui détonne, qui est entièrement nouvelle pour une ville qui avait disons une tradition de manif assez tranquille, assez plan-plan. Voilà. Euh, Oui, bah du coup, je peux décrire un peu aussi ce qui se passe sur Besançon. Et Fab complétera. Ce qui est un peu dommage, c'est que les camarades de Normandie, là où il se passe le plus de trucs, sont justement en train de préparer la journée de demain et donc ne peuvent pas venir. On a eu des fortes mobilisations le 9 mars, très fortes le 31 mars, après des manifestations moins importantes. Il n'y a pas pour l'instant de barrage routier. Il y a eu un moment un petit mouvement autour de la fac. Ce qui est à souligner, peut-être, c'est que la dernière manif du mardi, ça a commencé par un blocage de lycée dès 8 heures du matin, ce qui se faisait pas aux autres, forcément à chaque fois aux autres
aux autres journées de mobilisation. Il y en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça. Et on verra aussi demain ce que ça va noter. Voilà, comme je disais, là j'ai eu un appel en disant qu'une petite boîte de la restauration, hein, KFC pour pas le nommer, seront en grève à 100% demain. J'espère qu'il y aura aussi des échos dans d'autres boîtes. Dans ma boîte aussi, c'est en dents de scie. Mardi, il y avait quasiment personne. Et à d'autres moments, il y a certains services où il y a plus de 50% qui se mettent en grève. Voilà, on n'a pour l'instant pas chez nous, je dirais, de locomotive, quelque chose un peu comme les routiers ou comme la pétrochimie. On n'a pas de boîte de pétrochimie dans le secteur, qui pourrait servir un peu de locomotive ou de point de ralliement. Et on a eu aussi, alors que d'habitude nous aussi, hein, c'est une ville plutôt tranquille, à un moment, c'était, je crois, après la manif du 17 ou du 24 mars, je ne me rappelle pas, il y a eu tellement de manifs, un étudiant que la police a voulu interpeller en milieu de manifestation, un des dirigeants du mouvement étudiant. Bien sûr, on a été plusieurs à intervenir pour dire que ça ne se faisait pas. Il a promis qu'il allait aller au commissariat après la manifestation. Et alors qu'il se dirigeait vers le commissariat, il a été interpellé de façon assez brutale par la BAC. Du coup, quelques dizaines de personnes ont manifesté devant le commissariat pour demander sa libération. Et là, les flics sont sortis et de façon assez brutale ont gazé et tapé les manifestants et ont embarqué 2 personnes en garde à vue pour une partie de la nuit. Un camarade de la CGT, prof d'université, et le secrétaire de l'union départementale CGT. Et l'étudiant, lui, a été inculpé parce que, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pénétré l'enceinte d'un lycée le 17 mars, du coup, parce qu'il avait, pour essayer de rejoindre de faire rejoindre les lycéens le mouvement. Voilà un peu où ça en est. J'ai du mal à savoir demain combien on sera. À mon avis, on sera plus nombreux que mardi. Et j'espère que le mouvement des routiers, la grève qui prend qui prend chez les cheminots servira aussi, enfin va mettre un petit coup, un peu d'énergie pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et voilà Arlande. Voilà. Et puis bonsoir à Arlande et puis à Hazard qui viennent d'arriver. Ouais, salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok. Donc, ouais, ben justement, je viens de faire un petit point pour les camarades ici par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui est à venir pour demain. J'ai des informations fraîches. Donc, en Normandie, déjà, donc il y avait un peu moins de mobilisation du côté du Havre qu'hier, parce que au lieu de 16-17 points de blocage, il y en avait que 7, mais ça s'explique par le fait que les agents maritimes étaient pas, donc les dockers, etc., étaient pas en grève aujourd'hui, qu'il y avait que des routiers. Donc il y avait une bonne partie de la ville qui était quand même bloquée, ainsi que des raffineries. Sur Rouen, donc une raffinerie qui a été bloquée et dont le blocage est reconduit pour demain. Du côté de Caen, bon, les nouvelles sont un peu mitigées. Il y avait un blocage de périph' par les routiers, périphérique sud, par les routiers qui était mis en place hier matin vers 4 heures du matin, qui était rejoint par une partie de manifestations par une partie des manifestants hier dans la journée. Le blocage a été reconduit, ils étaient restés sur place toute la nuit et toute la journée aujourd'hui. Et je viens d'avoir l'info que un parti, donc comme c'était fait par l'intersyndicale CGT-FO, donc les camions des FO viennent de quitter le blocage. Donc il n'y a que donc CGT qui continue le blocage cette nuit. Alors qu'il y avait déjà dans la journée des discussions pour éteindre un petit peu le mouvement et bloquer en fait la totalité de périphérique autour de Caen.
Il y avait des actions escargots toute la journée entre Caen et Cherbourg, par les routiers encore une fois, parce que c'est aujourd'hui le secteur d'activité qui était le plus en grève. Et donc pour demain, ça va continuer. Donc il y a des choses qui sont annoncées du côté de Cherbourg. A priori, les agents maritimes, les routiers et quelques boîtes se mettent en grève avec un appel à manifestation, mais aussi le blocage de toute la ville et principaux dépôts et zones commerciales dès demain matin. Donc normalement, a priori, il y aura pas d'accès à Cherbourg demain au moins entre 6 heures et 14 heures, peut-être reconductible. Enfin, ça va être peut-être reconduit pour le reste de la journée. Et donc, pour finir, ici, dans mon coin, à Avranches, donc on essaye depuis quelque temps de faire monter tout ça tant qu'on peut. On n'est pas si nombreux, c'est une petite ville avec peu d'activités, enfin, avec des activités autour, mais sans une réelle implantation syndicale. Ce qui rend des choses un peu difficiles hein, pour effectivement entrer en contact avec les gens dans les boîtes et puis discuter et puis les ramener un petit peu à des âgés et tout ça. Donc hier, donc il y avait une action de blocage du centre-ville. Donc même si on était une centaine, on a quand même réussi à bloquer toute la ville, tout l'après-midi, une bonne partie de l'après-midi et toute la soirée. Donc demain, c'est la même chose qui est prévue, mais ça reste symbolique, ça reste juste pour marquer le coup. Donc on n'a pas de boîte en grève, on n'a pas même pas de perspective, c'est-à-dire la possibilité de faire un peu plus. Pour l'instant, on essaie surtout de ramener un maximum de gens à des âgés, de pousser un petit peu des âgés dans les boîtes aussi, surtout là-bas où il y a une présence syndicale et essayer un petit peu d'avoir au moins une boîte de transport ou dépôt commercial ou logistique en grève qui pourrait effectivement un petit peu contaminer le reste, quoi. Donc contaminer dans le bon sens du terme, bien entendu. Donc voilà, en ce qui concerne la Normandie, demain, vu qu'il y a une bonne partie de routiers qui restent en grève, qu'il y a les agents maritimes à Ouistreham, Cherbourg et Le Havre qui se mettent en grève, ça promet quand même une journée qui va aller au-delà de ce qui s'est passé mardi. Il y a 15 appels à manifester en toute la Normandie, notamment Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg, Avranches, Alençon. Donc il y a 15 manifestations, c'est déjà très très bien pour la région. Et donc on attend quand même une journée qui va être plus importante et plus massive que mardi. Je voulais juste dire que ici en Normandie, les agents maritimes, je ne sais pas si ça va être la même chose du côté de Saint-Nazaire, Nantes, etc. Les agents maritimes ont fait la grève mardi, ils le font jeudi, donc tout ce qui est les dockers, etc. Ils font la grève donc demain et ils ont quand même, j'ai vu du côté du Havre, Cherbourg et Ouistreham, ils ont annoncé donc une grève reconductible dès la semaine prochaine avec donc jusqu'à maintenant il y avait quand même c'est une semi-grève, semi-blocage parce que on bloquait que des camions et des marchandises et à partir de la semaine prochaine donc effectivement il y aura un blocage total a priori hein, c'est ce qui a été annoncé par notamment la CGT des blocages totaux, c'est-à-dire même pas de passagers, pas de marchandises, il n'y a aucun ferry qui quitte, il n'y a aucun camion qui entre dans les ferries et dans les zones maritimes et il n'y a aucun ferry qui quitte donc effectivement les ports. Donc on verra bien ce que ça va donner déjà demain. Et puis, mais en tout cas, je suis très content des choses, comment elles se déroulent en Normandie. Il y a quand même des choses qui se passent et c'était le cas depuis le début. Mais là, ça passe un cran, quoi. On sort un petit peu d'un mouvement un peu folklorique, etc. Moi, j'ai l'impression que là, c'est le mouvement ouvrier qui s'empare du mouvement social et voilà, ça va dans le bon sens. J'ai une question, Arlande, du coup, comme ça, la Normandie est très mobilisée.
si le mouvement dans les routiers, c'est essentiellement des équipes de militants syndicaux qui font ce qu'ils peuvent, ou s'il y a aussi certaines boîtes où des routiers se mettent en grève, qui ne sont pas forcément militants d'habitude, et qui vont soit se mettre en grève, soit carrément participer à des blocages. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui participe et tout ça? Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est pas juste les 50 routiers syndicalistes habituels de la région. Non, non, là, c'est clair que ça dépasse les équipes militantes. Il y a une présence syndicale en Normandie. Normandie, c'est une terre de CFDT et d'FO, surtout CFDT. Donc, on va dire que les organisations syndicales comme CGT et FO, qui participent dans les blocages et dans les grèves d'aujourd'hui, ont des présences dans pas mal de boîtes, mais qui ne sont pas super importantes. Donc, effectivement, ce qui s'est passé par exemple par rapport à Caen, il y a des équipes syndicales, des militantes et militants syndicalistes, des camarades qui ont bloqué tout ça, mais il y a aussi beaucoup de routiers qui ne sont pas forcément encartés et qui sont joints au mouvement. Faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, sur Caen, il y avait à peu près, on est arrivé hier à peu près 200 camions sur Caen. Hein. Donc, parmi tous ces camions, il y en a certains qui étaient bloqués aussi un peu malencontreusement. Mais ces 200 camions, ce ne sont pas les 200 militants de CGT et FO. Je ne sais même pas s'il y en a une vingtaine ou trentaine. Donc, le reste, c'est vraiment des gens qui sont concernés. Et c'est surtout ce côté des heures supplémentaires qui touche particulièrement ce secteur d'activité. Je pense que vous en aviez parlé sûrement tout à l'heure au début, à la présentation. Ça les concerne vraiment. Et donc, même en parlant avec des gens qui bossent dans le secteur, qui ne sont pas mis en grève et tout ça, parce qu'on en a eu par exemple à Avranches à la manif, qui n'ont jamais fait, qui ne sont pas venus depuis le début du mouvement à des manifestations, etc. Ben là, ils sont venus parce qu'ils ont bien compris à quel point ça peut impacter leurs conditions, surtout leur salaire. Il faut savoir, pour pas mal, une bonne partie de routiers, les heures supplémentaires, ça représente pratiquement la moitié de leur salaire mensuel. Donc là, il y en a certains qui perdent jusqu'à 1500 € par mois si effectivement le loi travail passe et si donc effectivement il y a des baisses de la rémunération des heures supplémentaires. Donc ils sont super concernés et donc on peut s'attendre, comme c'était le cas hier et aujourd'hui sur Caen notamment, on peut s'attendre qu'il y a beaucoup de routiers non forcément, enfin non encartés et tout ça, qui se joignent ou qui continuent, enfin ceux qui sont déjà sur place, qui continuent la mobilisation. Combien de temps et tout ça, c'est pas simple de se mettre en grève, on le sait tous, hein, parce que voilà, on est en contact avec les gens et les travailleuses et les travailleurs, c'est pas simple de se mettre en grève parce que c'est des journées de perdu, c'est le salaire de perdu et tout ça. Mais en tout cas, il y a une forte volonté quand même et une prise de conscience surtout. Ah, merci pour ton intervention, Arlande, parce que c'est très intéressant. Surtout la Normandie, l'Ouest en général, hein, jusqu'à Saint-Nazaire, tout ça. C'est depuis le début du mouvement. Hein, je pense aussi des villes où il se passe les choses les plus intéressantes, avec aussi les dockers, qui sont des secteurs combatifs au sein de la classe ouvrière. Et là, avec les routiers, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement pas des secteurs d'habitude très syndiqués qui peuvent être combatifs hein, quand ils s'y mettent. Euh, Malheureusement, c'est que ouais, voilà, dans notre région, il n'y a pas grand-chose hein, dans l'Est par rapport au mouvement routier. Alors peut-être que ça peut s'étendre. C'est vrai que si il y avait moyen d'avoir, y compris des tracts syndicaux, pourquoi pas essayer de les diffuser y compris par chez nous, parce que dans les zones industrielles et ailleurs, les routiers y passent. Hein. Il y a aussi des boîtes du transport routier, il y en a un peu partout. Euh, mais voilà. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que là, la grève chez les cheminots semble prendre. Là, voilà, la vérification est faite.
il n'y a pas seulement Paris-Austerlitz, il y a l'ensemble des dépôts SNCF, des ateliers et des gares de la région parisienne qui ont voté la reconduction du mouvement. Pour l'instant, jusqu'à demain, à voir si, y compris les équipes militantes CGT, iront au-delà de l'appel de la fédération à une grève rectangle et suivront, ce qui semble être le cas à Versailles, ou utiliseront, on va dire, le préavis de Sud pour maintenir la grève. Moi, je rajouterais juste une petite chose, hein. C'est un constat un peu personnel, notamment concernant la Normandie, parce que le plus d'action, le plus de blocage, etc., ça s'est passé surtout aujourd'hui, surtout en Normandie et côté ouest. On voit très bien que la seule ville où on va dire où le pari est vraiment réussi, c'est le Havre. Mais c'est aussi la seule ville où, dès le départ du mouvement, dès le 9 mars, les ouvriers se mettaient en grève. Donc il y avait une réelle mobilisation, il y avait des boîtes qui se mettaient en grève, il y avait des dockers, des agents maritimes, etc., qui se mettaient en grève, il y a des transports qui se mettaient en grève pour chaque journée nationale de mobilisation, et même au-delà. Donc c'est-à-dire c'est un mouvement qui a un historique, dans d'autres coins, j'ai l'impression comme si on partait un peu de loin là, depuis mardi, sur le Havre, donc il y a quelque chose qui s'est déjà mis en place. C'est pour ça que le pari est réussi. Parce qu'il n'y a pas seulement des blocages, on va dire, donc les opposants, les équipes des opposants à la loi qui se mettent autour de la ville et ils bloquent des ronds-points, etc. C'est vraiment des boîtes en grève, donc avec les salariés grévistes qui se mettent devant les dépôts, devant les raffineries, etc. pour bloquer. Donc c'est vraiment la ville où il y a des choses qui très intéressantes qui sont passées depuis mardi, mais c'est parce qu'il y avait des choses très intéressantes qui se sont passées déjà depuis 2 mois et demi. Donc on va dire qu'ils ont quand même un cap devant nous. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils tiennent si longtemps, parce que je viens d'avoir l'information que sur quand la CGT lève le blocage jusqu'à demain matin, lève le blocage, donc ça ne va pas être reconduit pendant la nuit, lève le blocage du périph'. Donc c'est parce que sur quand, effectivement, contrairement au Havre, il n'y avait pas cette mobilisation du monde ouvrier, il n'y avait pas des grèves systématiques et la prise de la rue quelque part, parce que quand on regarde une ville de 200 000 habitants, on fait des manifs à 1000 personnes, je ne dirais pas que c'est ridicule, etc. Il y a un réel mouvement qui existe, il y a un rejet de la loi, mais il n'y a pas une mobilisation constante, régulière, quelque chose qui se met en place, qui se crée. Donc c'est pas un échec non plus que le blocage soit levé ce soir, c'est pas si grave. Demain ça va continuer et voilà, il y aura des séances de rattrapage, mais ça montre bien qu'il y a des villes où il y a un mouvement réel qui se met en place depuis 2 mois et puis ça démarre vraiment fort depuis mardi. Et puis il y a des mouvements, il y a des coins où même s'il y a une forte volonté, le mouvement ne fait que commencer quelque part. Et donc là, on entre un petit peu en contradiction avec ce que disent les médias, parce qu'on entend par-ci, par-là, donc effectivement que les syndicats jouent la dernière carte et tout ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est vraiment le gouvernement qui a joué la 49.3 et que de notre part, le mouvement ne fait que démarrer quelque part cette semaine-là. Donc là, comment ça va se développer tout ça, j'en sais rien du tout. Mais il y a quand même des coins où il y avait une organisation, une culture de lutte, etc., où c'est beaucoup plus facile à mobiliser et beaucoup plus facile à mettre les choses en place. Et puis il y a d'autres parts, des villes, des coins, des régions où ça rame un petit peu. On l'a bien vu cette semaine, et en espérant que voilà, ça se goupille un peu mieux à partir de demain. Mais c'est vrai, je te rejoins ce que je disais un peu dans le topo d'introduction, et ce qui montre aussi le poids que peuvent avoir certaines équipes militantes, c'est que le Havre, c'est à la fois la ville où il n'y a pas eu trop de trucs que les médias appellent débordements. Il y avait des beaux blocages organisés avec les dockers et d'autres secteurs de la classe ouvrière de la ville. Donc, en gros, il y a des trucs plus intelligents à faire que de, je veux dire, casser un distributeur de banque
ce qui ne gêne pas plus le système capitaliste que ça, et aussi où il y a eu assez peu de répression, parce que très vite, les dockers, ils ont dit que s'il y avait un étudiant qui se retrouvait en garde à vue, ils arrêtaient le port. Et ils le disent, c'est pas une section, on va dire, CGT un peu gauchiste qui le dit et puis qui a pas les moyens de le faire. Ils le disent et ils sont capables de le faire et ils le feraient. Et je pense qu'il y a vraiment eu un boulot, un très beau boulot qui a été fait là par l'union locale pour construire la mobilisation, pour la préparer, la construire aussi dans la durée. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes, où c'est beaucoup plus mitigé. Alors parfois pour des raisons politiques, parfois simplement parce qu'il n'y a pas, parce que pour organiser ce qui a été organisé au Havre, il faut quand même des forces militantes. Pour avoir 2000 personnes, je crois que c'était une manif qui n'était pas très importante au niveau national, je crois que c'était celle de jeudi dernier. Bon, mais d'avoir ou une autre, hein, avoir 2000 personnes à 4 heures du matin pour commencer les blocages, c'est une certaine force militante qu'il n'y a pas à Besançon aujourd'hui, qui aura peut-être, hein, si le mouvement s'étend, mais qui aujourd'hui n'existe pas et qui n'existe pas dans d'autres villes. Mais voilà, je dirais, bon, ben voilà, chapeau aux camarades du Havre. Et maintenant, c'est aussi la question de la reconduction de la grève, elle est montrée comme une réalité dans certains secteurs d'activité, des secteurs assez différents, chez les cheminots, aussi chez les routiers voilà, qui sont un secteur compliqué avec vraiment le patronat. Enfin, il y a des boîtes où c'est encore vraiment le vieux patron qui considère qu'il est Dieu sur terre pour les ouvriers, qui ne payent déjà pas toutes les heures supplémentaires. De toute façon, c'est lui qui commande et on ne va pas le faire chier. Et où ça se règle quasiment par la violence physique si un ouvrier demande simplement d'avoir telle ou telle prime pour son casse-croûte. Les dockers, enfin voilà, des secteurs un peu différents. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça montre un peu ce qui peut être fait, ça peut ouvrir des perspectives aussi quand on va discuter avec nos collègues de travail, aussi avec des travailleuses et des travailleurs d'autres secteurs d'activité sur qu'est-ce qui peut être possible, comment on peut faire voilà, pour étendre la grève et pour la rendre vraiment vivante et foutre en l'air, en gros, la politique anti-ouvrière que nous mène ce gouvernement, en sachant que ce gouvernement, il n'est pas si droit dans les bottes que ça, hein, ce que je disais dans le topo, et je dirais presque que le 49.3, moi j'ai l'impression que c'est aussi la preuve de sa faiblesse. C'est qu'un mois de débat parlementaire, ça aurait rien changé pour imposer sa loi, ça aurait rien changé pour nous, mais ça lui fout la trouille, parce que c'est un mois où il a peur qu'il y ait des mobilisations qui continuent et tout ça. Il joue vraiment au rapport de force. Eh ben, nous, les travailleuses et les travailleurs, on a le moyen de bloquer le pays. Les députés et les ministres, ils font bien ce qu'ils veulent. Bon, mais c'est quand même loin d'être gagné, hein. Il y a vraiment du combat à mener. Je crois qu'il y aura des tracts à refaire, du boulot à faire vraiment au quotidien pour y arriver. Je nuancerai un tout petit peu sur l'usage du 49.3. Il était un peu attendu depuis longtemps et souvent les gros projets comme ça passent au 49.3. Il y a un élément d'explication, c'est que lorsqu'il y a un projet qui suscite une animosité particulière, les députés opposés, quel que soit leur camp, déposent une quantité phénoménale d'amendements. Il y a une stratégie de guérilla parlementaire qui est classique. Là, je ne sais plus combien il y en avait, c'était genre 5000, enfin, c'était un truc hallucinant. Et si on suit le règlement de l'Assemblée, à partir du moment où il y a un amendement qui a été déposé, il doit être discuté et voté. Même si l'amendement il remplace un mot par son synonyme. Donc du coup, la seule façon d'y couper, c'est ça. Alors c'est les limites justement de l'exercice parlementaire lorsqu'il fonctionne de cette manière-là. Et d'un système justement d'un système politique qui est bloqué. Donc du coup, ils n'ont que cette possibilité-là. L'autre chose, c'est que ça oblige les cartes à tomber.
Et là, le PS est quand même dans une situation particulière. Il a perdu toutes les élections précédentes. Il va au-devant d'une défaite annoncée pour les suivantes. Il a perdu au moins un tiers, sans doute la moitié de ses adhérents, ce qui le met à peu près à égalité du PC et du Front National, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et en plus, il doit faire face quand même à des dissidences de plus en plus marquées à l'intérieur. Donc il y a un risque pour eux de recomposition de la gauche un peu différemment. Et à chaque fois, leur permet de dire bon ben, est-ce que de quel côté vous êtes? Est-ce que vous votez avec nous ou contre nous? Bon, sachant que ceux qui votent contre n'ont pas grand-chose à perdre parce que de toute façon, comme ils vont se prendre une branlée aux prochaines élections, les chances qu'ils récupèrent leur poste parlementaire sont très limitées. Donc ils peuvent même pas mettre ça dans la balance en disant tu votes contre nous, ben tu ne seras pas candidat aux prochaines élections. Et ils se préparent des manœuvres en coulisses. J'ai vu qu'à Lille, le PS était pas loin de présenter une candidature contre Aubry. En tout cas, il y a cette menace-là qui se précise. Euh, donc je pense qu'il y a aussi des tas d'éléments qui sont internes à la classe politique et notamment internes au PS. Bon, alors après, effectivement, le fait que le projet en ligne de mire, qu'il y a un mouvement social, etc., ça joue. Mais vous avez vu la carte que joue Hollande en ce moment, c'est il faut absolument réformer. La droite n'a pas eu le courage de le faire. Elle a cédé face au mouvement social. Nous, on va le faire. Euh, donc ça, c'est un truc important. Ils peuvent se le permettre d'une certaine façon, c'est-à-dire ils n'ont pas grand-chose à perdre dans l'affaire puisque de toute façon leur défaite est annoncée. Donc jouer la fermeté, c'est la carte qu'il leur reste. Et elle est même pas idiote politiquement dans la mesure où finalement les candidats qui sont plébiscités, c'est Sarkozy parce qu'il avait un air de fermeté, donc Hollande est en train de dire bah non, il est moins ferme que moi, ou c'est le Front National qui dit on va rétablir l'ordre. Donc il se positionne exactement sur ce créneau sécuritaire, ce qui a toujours été la ligne de Valls et qui est de plus en plus celle de Hollande. Donc je pense qu'il y a aussi tout un tas d'éléments qui sont purement internes à la classe politique, sachant que leur analyse, Terranova, qui est un des think tanks du PS, l'avait écrit noir sur blanc, c'est la classe ouvrière électoralement, c'est sans intérêt. C'est-à-dire de toute façon, les ouvriers ne votent plus beaucoup, on n'arrivera pas vraiment à les convaincre, donc il faut laisser tomber et viser en gros les classes moyennes supérieures. Donc il faut un programme qui soit adapté pour elles et les couches les plus aisées de l'immigration. Voilà, ça c'est leur créneau à peu près officiel. Donc finalement que les ouvriers soient contre eux, ils s'en foutent puisque de toute façon ça n'est pas considéré comme un réservoir électoral intéressant. Voilà. Bah, il se trouve quand même qu'il y en a certains qui le considèrent comme un réservoir, au moins pour la quantité de caméras qui sont présentes sur le mouvement social, parce que c'est vrai qu'ayant participé dans les manifs, que ce soit à Caen, que ce soit à Avranches, que ce soit à Saint-Lô, j'ai vu pas mal de gens qu'on voit jamais quand il faut differ des tracts, quand il faut faire des barrages, un petit peu de blocage, se montrer et sensibiliser les gens et puis on parlait un petit peu de la loi travail. Par contre, dans les manifs, à coller les petits, differ leurs tracts et puis coller les petites affiches, ça on les voit régulièrement. Hein, donc, pour pas les nommer, par exemple PSG et Mélenchon. Donc politiquement, effectivement, il y aura aussi tout plein de choses à dire. Donc, je dirais
Juste encore un truc, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc Pascal disait que 49.3, ça montre un petit peu la faiblesse. Nico a rajouté les précisions. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Mais de l'autre côté, on voit aussi notre faiblesse, les faiblesses du mouvement ouvrier par rapport à une loi qui est déjà, on l'a vu à l'époque de Lani, on l'a vu à l'époque de Macron, qui déjà en soi, ou la loi santé, qui déjà en soi étaient des lois qui ramenaient des graves reculs sociaux, et à quel point c'était difficile à mobiliser. Bah, aujourd'hui, même s'il existe un mouvement social, c'est une loi quand même, par son contenu, par la manière dont ça a été apporté, par la répression dès les premiers jours, qui méritait des blocages, des grèves. Il y a 2 mois en arrière. Ah, c'est pas pour dire qu'on est capable en une semaine de monter les mouvements sociaux, enfin mobiliser les gens, etc. Mais là, ça prend un peu plus de temps. Et quand on regarde, si on veut regarder vraiment objectivement, même si effectivement il y a des choses qui se passent, ça se passe un petit peu dans le même scénario, je dirais. J'espère que je me trompe et que les jours qui viennent vont faire en sorte, voilà, que je me trompe, selon le même scénario de 2010. Et il est difficile. Pascal a mentionné, donc il y a vraiment, donc effectivement, il y a des équipes syndicales sur place, sont militantes, sont super importantes. On voit très bien là où il y en a, où il y a une présence syndicale, où il y a une présence militante, que ça soit syndicale ou pas finalement. Donc il y a un boulot qui est fait, la mobilisation est un peu plus présente et les choses sont menées un peu différemment. Il se trouve que pour la majorité de coins en France, quand on regarde objectivement, c'est pas forcément le cas. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, c'est ce que j'ai pu voir dans les villes de Basse-Normandie. C'est pas forcément le même cas de figure en Haute-Normandie, et notamment sur le Havre, mais en Basse-Normandie, oui. C'est effectivement le manque de cette, on va dire, des bras et des têtes qui fait que, voilà, ça a du mal à prendre, ça a du mal à démarrer, ça a du mal à être mis en place. Et donc, effectivement, c'est aussi un mouvement où il faut faire en sorte que la loi travail soit retirée, que la réforme soit abandonnée. Mais de l'autre côté, c'est aussi un mouvement où il faut aussi montrer aux gens à quel point il est très important d'être présent je dirais pas, enfin, si aussi être syndiqué, effectivement, si on bosse, c'est bien, c'est toujours plus facile d'être syndiqué, donc effectivement pour pouvoir se défendre avec des camarades et tout ça. Mais c'est vrai aussi que toutes ces choses-là sont un peu abandonnées quand on regarde des années en arrière, sont un peu abandonnées et quelque part aujourd'hui, vu qu'on rame pour mettre une mobilisation en place, c'est un petit peu, on voit bien le résultat aussi. Donc aujourd'hui, enfin vraiment, on part de très très loin. Si on veut regarder objectivement, pour une loi qui était vraiment, il y a un vrai grave recul social, on part de très très loin. Et donc c'est aussi une opportunité pour un petit peu remobiliser donc les forces, remobiliser le mouvement ouvrier. Il ne faut pas oublier donc ce boulot politique qu'il y a à faire au sein du mouvement social, que tous ces gens non encartés qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui ne sont jamais mis en grève, se pointent aujourd'hui, bah, il faut vraiment montrer à quel point il est très important. Enfin, à quel point ce qu'ils ont fait est important pour le mouvement général et qu'il faut continuer comme ça. Parce que d'autres attaques vont venir dans les années à venir, parce que ce soit PS ou la droite qui gagne et tout ça, on peut s'attendre que à des réformes de ce type-là. Et de toute manière, on n'a pas encore goûté à tout ce que l'AMI ou Macron ou la loi santé ou toutes ces mesures qui ont été mises en place les dernières années, on n'a pas encore goûté à des résultats concrets dans nos vies, et quand ça arrive, ça va faire mal. Oui, ce que je disais sur les questions politiques, c'était par rapport au choix que peut faire le PS. C'est-à-dire que le PS peut se permettre d'affronter le mouvement ouvrier parce que de toute façon, il n'en attend rien.
Du moment qu'il assure son partenariat privilégié avec la CFDT, euh, ça lui suffit. Et là, le jeu a été respecté, c'est-à-dire la CFDT peut se prévaloir d'une victoire. Ils sont arrivés en disant ah ben la loi on est contre, il faudrait des changements. Le PS a fait des changements et puis ils peuvent retourner vers leurs adhérents, ce qu'ils sont en train de faire, en disant vous voyez la négociation ça marche les grèves c'est réac, c'est le discours qu'ils tiennent et qui correspond exactement à ce qu'attendent leurs militants. Mais par contre, l'ex-PG, si j'ose dire, puisque la structure est devenue de plus en plus floue, c'est en fait disons, le réseau Mélenchon, aujourd'hui, il a une toute autre approche. Effectivement, il a ce qu'il dit, c'est ce que souhaite entendre toute une partie du mouvement syndical influencé par le nationalisme. Donc, il vient se montrer et je veux dire, il a raison. Ils viennent défendre leur politique là où ils considèrent qu'il y a un potentiel électoral. Je veux dire que si on était en situation de pouvoir le faire, on le ferait sans doute aussi. Donc la situation est très différente pour eux, d'autant plus pour le réseau Mélenchon, c'est quelque chose d'important parce que le PC est dans une situation un peu bizarre et on le voit là, avec les motions de congrès. Il est en train de lui dire ben non, on va quand même aller avec la primaire à gauche, ce qui est l'avis de la direction, c'est-à-dire de l'appareil bureaucratique du PC, mais qui n'est pas l'avis de la majorité des militants. Qui sont prêts à aller sur des primaires pour garder leur dernière place électorale. Cela dit, ils peuvent prendre une grave déculottée aussi aux prochaines législatives. Ils risquent de perdre la plupart des députés qu'il leur reste. Et la situation pour le PC va devenir extrêmement différente. Il suffit derrière d'une mauvaise municipale, ce qui pourrait encore leur arriver, et la situation du PC va changer du tout au tout. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller de très très près à mon sens. Je reviendrai là-dessus une autre fois, mais je crois que c'est important. Et là-dedans, du coup, Mélenchon, il est dans une situation qui n'est pas si confortable que ça, parce que en précédente présidentielle, il avait le réseau PC avec toutes ses équipes militantes qui lui organisaient ses méga meetings, etc. Là, il ne peut compter que sur ses propres troupes, qui sont très actives, ils font du bon travail, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça. Donc du coup, ils se montrent, ils se montrent, ils se montrent. C'est le meilleur moment qu'ils ont pour le faire. Ça c'est logique. Vas-y Pascal. Oui, par rapport au gouvernement déjà, je pense qu'ils sont pas plus cons que la moyenne, hein. Ils savent très bien que les chances de Hollande d'être réélu en 2017 ou son suppléant, hein, sont à peu près aussi fortes que celles pour nous d'avoir une augmentation si on se met pas en grève. Euh, donc ils mènent leur politique jusqu'au bout. Et je crois aussi de la part du MEDEF, il y a le côté que malgré tout, il faut mieux que ce soit un gouvernement PS qui passe surtout cette loi qui révolte à juste titre des fractions de la classe ouvrière, qu'un gouvernement les républicains, enfin l'ex-UMP. Parce que ne serait-ce que la CFDT, et ben là, il y a quelques fractions de la CFDT qui sont avec nous dans les manifestations ou même qui appellent à la grève. Mais c'est quelques fractions. Et la CFDT, on peut critiquer plus que juste titre pour sa politique, c'est aussi une organisation qui a une certaine implantation dans certaines couches ouvrières, euh, qui, à mon avis, avec un gouvernement UMP, chercherait un peu moins la conciliation avec le gouvernement. On se sentirait un peu plus obligé d'appeler à descendre dans l'arme. Euh, voilà, je crois que bon, le gouvernement sait très bien que voilà, le PS sera pas réélu en 2017
et mène jusqu'au bout, c'est ce que dit Hollande, hein, sa politique anti-ouvrière, pour le plus grand bénéfice du MEDEF. C'est là aussi qu'on a des différences avec les situations comme 68 et tout ça, où la bourgeoisie, aussi parce qu'il y avait un mouvement ouvrier plus conséquent, mais négociait régulièrement. Aujourd'hui, on l'avait vu en 2010, elle ne veut plus négocier. Ce qui met aussi les syndicats dans une situation un peu particulière, parce que la bureaucratie syndicale, d'un côté, elle a besoin de jouer un peu la combativité ouvrière, la défense des droits des salariés pour se maintenir, mais de l'autre, son rôle, c'est quand même de négocier. Si en face, il y a un patronat qui dit de toute façon, on veut écraser complètement le mouvement ouvrier, on veut qu'il n'y ait plus aucun droit collectif, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà pour ce qui est des enjeux avec le gouvernement et tout ça. Pour le PG, pour la mouvance Mélenchon et tout, oui, ils font leur boulot. Et à mon avis, il faut quand même aussi le dire, c'est qu'ils envoient le mouvement vers une impasse. C'est que on voit différents gouvernements, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne, mais on pourrait le voir de façon plus large au niveau mondial. On a un arc politique qui va de l'extrême droite, en gros en Hongrie, jusqu'à la mouvance Mélenchon, voire même plus à gauche que la mouvance Mélenchon en Grèce, qui partout mène une politique d'austérité, une politique d'attaque contre les intérêts de la classe ouvrière, en gros, voilà, en gros, très clairement d'ailleurs. Et de toute façon, de compter sur 2017 pour si Mélenchon passe, ce qui est aussi très peu probable, il abrogera la loi travail, c'est abandonner notre terrain, qui est le terrain de la lutte, où là, on a une possibilité de gagner sur le rapport de force. Voilà à peu près où on en est sur ces jeux politiques. Maintenant, voilà, la suite, mais elle dépend aussi de nous. Voilà, pour finir, c'est que la suite, elle dépend aussi de nous. C'est que partout où on est, je crois qu'on peut avoir aussi, chaque militant peut avoir un rôle à jouer pour justement étendre la grève, pour parvenir, comme en 2010, c'est vraiment bien que les routiers se mettent en grève, c'est bien que les dockers et les cheminots, et si ça se joint aussi dans la pétrochimie, tout ça, c'est très bien. Il faudra être solidaire avec les camarades en grève, mais il faudra aussi faire le boulot pour étendre la grève, parce que la faiblesse, à mon avis, de 2010, ça a été la solidarité avec les raffineries en grève, ce qui était juste, sauf que quand il n'y a qu'un seul secteur qui est en lutte, que ce soit par des négociations et quelques trucs pour maintenir l'emploi dans les raffineries, ou que ce soit par des réquisitions, c'est une faiblesse qui n'est pas la même si des nouvelles usines, des nouveaux secteurs d'activité, des nouvelles entreprises se mettent en grève et entrent dans la lutte. En l'occurrence, effectivement, en 2010, c'est les secteurs dont on a mesuré la fragilité. On a mis un certain espoir dans les raffineries, tout en sachant bien que ça repose sur un tout petit nombre de salariés. Je ne sais plus de mémoire, mais c'est en dessous de quelques milliers sur une douzaine de sites, et là tous ne sont pas encore en grève. Même si on n'a jamais eu tout le détail du pourquoi du comment, ils ont lâché au mauvais moment. Donc une grève qui repose sur un tout petit secteur, fût-il très combatif, c'est pas la même chose qu'une grève qui s'étend. Mais je crois qu'il faut par contre en tenir compte, parce que c'est le schéma qu'on a connu ces dernières années. C'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire on a des points de focalisation, et on a toujours dans un mouvement, sauf qu'ils sont petits. C'est même pas des très très grosses usines. Donc les capacités d'entraînement que ça a sont relativement limitées. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mouvement qui est très dur sur quelques points, dans une indifférence sympathique, disons, ou en tout cas des très grosses grèves au milieu d'un pays qui travaille
même s'ils trouvent que fondamentalement les grévistes ont raison. En 2010, combien de fois sur des blocages autoroutiers, on nous a dit ah ouais c'est bien ce que vous faites. Bon ok mais tu vas bosser. Donc je pense qu'on peut se retrouver face à ce type de choses. Et du coup, il faut réfléchir à ce que ça signifie, réfléchir à quelles sont les parades, et réfléchir à où est-ce que tout ça nous mène, c'est-à-dire quelle est la part de mythologie issue des mouvements précédents dont il faudrait se méfier pour éviter de se retrouver coincé une fois de plus. Ça, je crois que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on discute et qu'on discute encore. On a discuté déjà assez souvent des changements structurels dans la répartition et la composition de la classe ouvrière en France. Euh, mais je crois qu'on n'a jamais vraiment répondu à comment on s'adapte à ça, plutôt que de comparer avec le passé ou comment on fait pour éviter de se retrouver dans une situation un peu de avant c'était mieux, qu'on finit toujours par adopter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, la situation de la classe ouvrière c'est celle-là. Maintenant, à partir de ça, comment on peut attaquer? Je pense que c'est une question très très importante. Parce que si dernièrement on voit à chaque fois le même scénario se reproduire, on n'est pas con non plus quelque part. Il y a aussi sûrement des raisons qui font que ça se passe de cette manière-là. Et je suis complètement d'accord avec toi, Nico, quand tu dis que souvent, donc effectivement, on compare à ce qu'il y avait dans le passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, sans prendre en compte que depuis le contexte a aussi changé. Quand je vois notamment des milieux de l'extrême gauche, ultra gauche, certains textes qui parlent de grève, pas dans le terme caricatural, la grève c'est ringard ou des trucs que je peux voir, rêve général ou des choses comme ça, je considère ça plutôt folklorique, pas autre chose. Mais il y avait aussi des questions qui, pour venant de certains et certaines, sont quand même posées et qui sont à prendre en compte comme justement aujourd'hui la difficulté de déjà réorganisation du mouvement ouvrier qu'on a déjà constaté nous-mêmes aussi dans les discussions qu'on a pu avoir, et aussi cette difficulté pour beaucoup de personnes à se mettre en grève. Ensuite, j'ai remarqué aussi une personne, voilà, dans l'une des manifestations, discutant avec une personne que je vois pour la première fois. Ça aussi, effectivement, je me retrouve, je sais pas, parmi peu de gens qui vont aller à l'encontre des gens qu'on voit pas forcément dans les manifestations, etc., pour savoir un petit peu pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils attendent du mouvement, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Déjà, ça se fait pas beaucoup dans les manifestations. Je ne sais pas si vous partagez ce constat là où vous militez ou vous participez dans les manifestations, mais c'est un peu vrai. Donc il y avait effectivement une personne qui m'a demandé mais comment je me mets en grève. Donc c'est une question voilà simple auxquelles normalement des organisations syndicales, si déjà elles étaient implantées, pourraient répondre. Et encore, je mets un point d'interrogation. Donc effectivement, cette question simple, comment on se met en grève dans une boîte, aujourd'hui c'est une question qui mérite aussi une réponse et auquel il y a des gens qui attendent une réponse. Après, il reste cette question-là auquel il faut penser. Donc c'est toute cette difficulté aujourd'hui de se mettre en grève, même si localement on peut retrouver dans certaines localités où il y a une certaine culture militante des caisses qui se mettent en place pour les grévistes et tout ça. Ce n'est pas quelque chose de systématique et c'est pas forcément lié à un succès dès le départ. Donc voilà, il y a cette question de difficulté de se mettre en grève, déjà de le savoir comment le faire d'un côté, et de l'autre côté aussi comment aujourd'hui en 2016 on se met en grève, sachant qu'il y a de la perte de salaire alors que les salaires sont pas très élevés, surtout pour beaucoup de gens qui sont maintenant je connais pas le chiffre exact des
des gens qui sont au SMIC ou qui ont des emplois précaires. Mais ce sont des chiffres quand même qui sont assez élevés. Donc il y a toutes ces choses-là qui, même lorsqu'il s'agit d'une attaque de cette importance-là et cette gravité-là qu'on est en train de vivre, il y a des gens, même s'ils sont contre, même s'il y a de la bonne volonté, etc., savent pas comment le faire. Et même s'ils savent le faire, ils sont pas, quelque part, ils se sentent un petit peu démunis pour le faire. Il y a la solidarité, l'unité qui pourrait intervenir, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose pour avoir connu un petit peu quand même le milieu professionnel, le monde du travail. Ce sont pas des choses, c'est des principes, voilà, des trucs qu'on peut retrouver, que j'ai pu retrouver dans toutes les boîtes par où je suis passé. Donc c'est des questions importantes. Hein. C'est le contexte en 2016 et demain. Et donc pourquoi c'est toujours le même scénario qui se répète depuis 10 ans. Et voilà, comment y pallier, quoi. Oui, juste sur 2 points. Un truc que je propose à l'UL depuis un moment, qu'a fait un peu l'Union départementale de Belfort, mais qu'on peut faire, hein, nous, puisque visiblement, je l'ai proposé 20 fois à l'UL et puis ça ne servi à rien. Simplement, ça, j'essaie de le faire d'ici la fin de la semaine. C'est une explication pour le privé très claire de comment on peut faire grève. Ça, c'est facile. La grève, c'est toujours compliqué, ça l'a toujours été, hein, et ça a toujours été dangereux, ça a toujours été de la perte de salaire, ça a même été plus. Je crois que c'est aussi la possibilité de gagner qui permet d'entraîner. Euh, la solidarité, par exemple, il y a des trucs qui peuvent se faire quand on est en grève sur un site. On appelle à la solidarité financière pour tenir un maximum de jours. Quand on va vers une grève, on espère s'étendre vers d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on va demander à des gens qui sont eux-mêmes en grève d'être solidaires. Et là, autant on a les moyens de faire un truc très clair, un tutoriel ou n'importe quoi sur comment on peut se mettre en grève dans le secteur privé, autant on n'a pas pour l'instant les moyens d'organiser une caisse de grève nationale. Bon, voilà. Après, de toute façon, c'est pas le mythe de la grève générale anarcho-syndicaliste, je crois qu'il faut avoir en tête, où il n'y a pas une seule boîte qui, qui tourne et tout ça. Si le mouvement arrive à ce stade-là, tant mieux. C'est plutôt d'étendre la grève, qu'elle devienne de plus en plus massive, avec de toute façon certains secteurs, certaines boîtes et tout ça, ou s'ils débrayent déjà 2 heures pour participer à une manif, ce sera très bien, c'est peut-être pas forcément la peine de se bagarrer pour qu'ils fassent plus. Et dans chaque ville ou département, essayer de voir quels sont les secteurs stratégiques, où est-ce qu'il faudrait, où est-ce que la grève serait le plus important pour le mouvement. Voilà. C'est pas non plus de dire, voilà, c'est soit toutes les boîtes sont en grève, soit ça marche pas. C'est, à mon avis, l'extension simplement du mouvement qui va commencer à jouer un rôle pour faire reculer le gouvernement, et y compris pour que ce soit le MEDEF qui dit au gouvernement, bon écoutez, retirez vos lois, là c'est trop le bordel, on n'en peut plus. Oui, je crois que cette question, ça fait aussi partie des fausses évidences sur lesquelles il faut voir comment la prendre autrement. Alors effectivement, beaucoup de gens ne savent pas comment on peut faire grève, parce que cette transmission-là, elle est assurée là où il y a des organisations syndicales, et encore pas toujours, parce que quelquefois, on voit des sections se créer sans vraie transmission. C'est-à-dire d'un seul coup, la boîte est passée de 9 à 11 salariés, il a fallu avoir un délégué, bon, il y a quelqu'un qui s'y est collé, il a fallu signer un truc, il fallait qu'il ait une étiquette syndicale, et puis là il a appelé un peu au hasard, il est tombé sur n'importe quel syndicat, et il n'a jamais été à une formation, il n'a aucune idée très, très approximative de ce qu'il faut faire. Je caricature, mais c'est des cas de figure qui sont relativement fréquents et qui sont très différents de la situation. Moi, j'ai dans mon syndicat avec 400 adhérents, on n'a pas ces problèmes-là. Cela dit,
dès qu'il y a un mouvement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on sort un tract pour rappeler le droit de grève. Alors, c'est officiellement, c'est pour le rappeler au cadre comment ça fonctionne, pour pas qu'ils disent trop de conneries aux gens, mais c'est aussi un rappel aux gens sur leurs droits, hein, en disant, bah voilà, vous avez droit, voilà les conséquences, voilà quand est-ce que vous pouvez faire grève, pas faire grève, etc., etc. Bon, donc, le défaut de transmission et le manque de formation des petites sections syndicales ou des délégués syndicaux de base, ça c'est un truc. Mais disons que c'est l'état effectif du mouvement ouvrier. Et c'est ce qu'on a déjà dit souvent sur la dispersion des petites entreprises par rapport à une situation antérieure. Cela dit, je crois qu'il y a un élément caractéristique au niveau de l'engagement général, la capacité que les gens ont à s'engager à fond dans un truc, elle n'est à mon sens pas la même, ou en tout cas pas de la même manière qu'autrefois. C'est-à-dire l'idée que, ben ouais, on va mener la grève jusqu'à avoir faim, c'est pas tout à fait dans les mœurs. Après, c'est aussi lié à ce que j'ai déjà dit souvent sur les questions de jardinage, etc., etc. Il y a tout un tas de facteurs comme ça. C'est pas pareil de faire une grève si on a un potager ou si on vit dans un HLM. C'est des choses aussi simples que ça. Donc il y a tout un tas de facteurs, disons de culture de la grève, mais qui a été attaqué par tout un tas de points différents. Et qui fait qu'on se retrouve effectivement là-dedans. Des gens qui savent pas comment, mais finalement qui savent pas très bien pourquoi. Et c'est vrai qu'aussi, le sentiment de grève inutile, il est très fort. Non seulement à cause des défaites, ce que soulignait Pascal, des situations où on peut pas faire grève, je pense par exemple au secteur en plein boom d'aide à la personne. Si je fais grève, ma mamie elle mange pas. Donc je fais pas grève. Bonne nuit hasard. On a eu des situations comme ça, de mouvements dans des secteurs d'aide à la personne où l'activité syndicale, c'était pas de faire grève, mais de faire signer les personnes âgées en disant voilà, soutenez-nous. Et ça se comprend. Donc il y a tout un tas de situations où effectivement la grève n'est pas la réponse et peut vite avoir un côté un peu mythique. D'autre part, il faut voir après dans chaque boîte les situations, c'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes où il n'y a pas de grève quand c'est des mouvements généraux. Par contre, d'un seul coup, d'abord il y a les grèves NAO qui marchent plutôt bien, ou des grèves sur des situations particulières. Mais c'est le passage du particulier au général qui était quand même assuré par une forte culture syndicale. Aujourd'hui, on est dans une autre situation. C'est pour ça que moi j'insiste toujours sur l'aspect des réponses politiques, parce que je pense que c'est important. Et la réponse politique, c'est pas seulement, même si ça peut passer aussi par là, un meilleur syndicalisme, même si justement il faudra réfléchir à un moment, je pense qu'on va en discuter cet été, pour préciser qu'est-ce qu'on a à proposer au mouvement syndical. Et d'autre part, c'est à partir du moment où on constate cet éclatement, ces situations un peu particulières des secteurs qui sont en train de monter, hein, on l'a déjà dit souvent, c'est l'aide à la personne avec une extrême dispersion, c'est le nettoyage avec une grande dispersion, c'est le commerce, la vente et la logistique. Alors pour le coup, on a quand même des camarades qui bossent là-dedans, avec non seulement la dispersion, mais souvent des jeunes ouvriers dans des boîtes qui n'ont pas de tradition syndicale et qui sont dans des situations de CDD, dans un système où le syndicalisme a du mal à s'adresser aux intérimaires et aux CDD, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Donc, comment, à partir de ce constat de relative atomisation,
on trouve un moyen de rebondir, comment on peut s'implanter dans ce schéma-là, qui est très très différent des schémas dans lesquels se sont implantés les mouvements précédents. J'ai pas de solution immédiate, mais je pense que c'est vraiment autour de ça qu'on doit plancher et qu'on doit essayer de faire des propositions. J'ai rajouté juste un point, peut-être pour la fin, hein, parce qu'il est déjà tard, il va 3 heures, et puis on a je pense, une longue journée demain. Euh, la question se pose d'autant plus que comment on va faire une fois lorsque toutes les manifestations seront interdites. Parce que la question se pose déjà depuis le début, et c'est complètement lié au mouvement. Depuis le début, on a constaté une très forte répression, avec aussi effectivement l'interdiction l'interdiction des manifestations dans certaines villes. On a aussi vu à quel point, contrairement à nous, le gouvernement a un peu réfléchi à des erreurs de passé, à quel point ils ont fait tout pour essayer de couper le mouvement au moins des étudiants et des lycéens dès le départ. Hein. Donc on a eu des évacuations des amphis assez tôt après l'occupation, donc on a des arrestations au milieu des âgés et des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que, par exemple à Rennes, la semaine dernière, il y avait une manifestation qui était interdite. Cette fois-ci, c'est à Nantes, donc c'est une manifestation dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation annoncée, donc demain, où la manifestation est interdite. Donc on peut s'attendre à d'autres manifestations interdites parce qu'il y a toujours ce petit argument des casseurs et des manifestants violents qui planent, et puis et sans oublier effectivement l'état d'urgence et tout ce qui est lié à ça. Donc aujourd'hui aussi on a l'attaque à ce droit de manifester. Donc effectivement, si d'un côté il y a une forte, comment je dirais, des fortes freins qui empêchent donc des gens de se mettre en grève, de l'autre côté, donc on a des interdictions de manifester. Donc je vois, ou même faire des manifestations sauvages, etc. Ce qui est, voilà, c'est un peu le leitmotiv de tous les mouvements sociaux. Donc effectivement là, il y a un très gros problème qui se pose par rapport et donc sans oublier donc effectivement toute la machinerie médiatique et tout ça autour de ça, et puis à quel point, parce qu'aujourd'hui par exemple c'est presque anodin, mais il y avait un accident pas loin du Havre, créé par un poids lourd, donc qui voulait faire un demi-tour sur l'autoroute, qui a pris à contresens et qui a provoqué un accident. Il y avait un mort. Donc ce sont des choses qui en Normandie arrivent malheureusement, bon, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Bah, aujourd'hui, effectivement, tous les médias locaux, tous les médias régionaux ont titré donc effectivement accident sur l'autoroute, un mort en lien avec les blocages des grévistes sur le Havre. Donc effectivement, on voit très bien qu'il y a aussi tout plein d'essais pour décrédibiliser le mouvement. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais donc effectivement, il y a quand même la question de quelle perspective donner à la mobilisation, etc. Même dans ce cas de figure-là, qui se pose.